Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact. Vous connaissez les 3 lettres, les piliers de l'émission RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Jonathan Ayache, directeur du développement de Capman. Le fonds d'investissement accompagne les pays du nord de l'Europe dans leur transition énergétique. Notre débat, il portera sur l'agencement des surfaces de vente. Comment les rendre plus écologiques? On répondra à cette question avec Horizon, un groupement d'entreprises qui veulent réinventer leur activité. Et puis dans notre rubrique Startup, je vous présenterai Tico, son appli anti-gaspi, ses solutions pour réduire notre consommation d'énergie. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Jonathan Ayache, bienvenue. Vous êtes donc le directeur du développement de Capman. On va parler transformation énergétique. D'abord, il faut nous présenter Capman, c'est quoi ? Bonjour Thomas. Alors Capman, c'est une société de gestion nordique qui est basée en Finlande, qui a à peu près 30 ans d'existence, et elle est spécialisée dans les marchés privés. Donc elle investit en private equity, en infrastructure et en immobilier, principalement dans les marchés nordiques. Ouais, alors il y a un bon exemple récent des investissements que vous réalisez, c'est le projet Skarta Energy. Alors déjà, c'est quoi Skarta Energy ? Alors Skarta, c'est le premier investissement que nous avons fait dans notre nouveau fonds d'infrastructure nordique. Donc c'est un projet de développement de panneaux solaires en Finlande. Alors ça peut sembler un peu contre-intuitif, parce qu'on se dit dans les pays nordiques, il n'y a pas énormément de soleil. Mais sur les côtes sud en fait, des pays nordiques, vous avez des niveaux d'ensoleillement qui sont comparables à l'Allemagne. Et pour autant, ils n'utilisent que 0,5% de leur énergie qui vient du solaire, alors qu'en Allemagne, c'est à peu près 10% du mix énergétique. Donc il y a un gros potentiel de croissance là-bas. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une joint venture avec une société qui développe ces panneaux solaires. Et avec elle, sur les 5 années à venir, on va développer pour à peu près 500 mégawatts d'énergie solaire, ce qui correspond à l'électricité pour 20 000 foyers environ. C'est une nouvelle entreprise qui se crée ou c'est une entreprise existante que vous aidez à se transformer? C'est ça, c'est une joint venture que nous faisons avec une société existante. Et donc du coup, nous faisons une injection de capital pour les aider à développer des projets de plus grande envergure. Donc un vrai projet de transformation énergétique, on est vraiment au cœur de ces enjeux. Quelques chiffres clés concernant Capman, effectif de 200 salariés et actifs sous gestion proche des 5 milliards d'euros, 4 milliards 9 d'euros. Donc spécialiste du nord de l'Europe, on l'a compris. C'est une région... alors j'avoue que je connais assez mal les pays du nord de l'Europe. Est-ce que déjà, en termes d'investissement, c'est une région qui intéresse de plus en plus les investisseurs? Alors oui, c'est une région intéressante pour plusieurs raisons. D'abord, en termes macroéconomiques, c'est des régions assez stables politiquement, qui ont une croissance plutôt stable et soutenue depuis les 30 dernières années au moins. C'est des régions qui sont très interconnectées entre elles, donc ça on le voit avec la crise énergétique récente. Par exemple, quand la Finlande a vu ses importations de gaz s'arrêter, la Suède a pu remplacer quasiment en une journée le manque énergétique. Donc c'est une sorte de région qui est donc très interconnectée, qui fonctionne bien. Il y a beaucoup d'opportunités d'investissement. Alors ces marchés sont déjà très couverts par des investisseurs étrangers. Il y a pas mal de fonds français, par exemple, qui investissent là-bas, mais c'est surtout dans le segment des large cap, donc des grosses entreprises. Dans le segment un petit peu en dessous, c'est plus difficile et donc nous on opère un peu dans ce segment où il a besoin d'avoir des réseaux, de parler la langue, de connaître bien les industries, éventuellement les municipalités qui vont vendre un actif par exemple. Et donc c'est des marchés qui ont pas mal d'attrait. Et ça veut dire, pardon d'interrompre, ça veut dire que ce sont des marchés où les ETI, les entreprises intermédiaires jouent un rôle important, un peu comme en Allemagne d'ailleurs, qui est un pays très riche en ETI. Exactement, donc vous avez un tissu d'ETI très important. L'État généralement... par exemple en Norvège, en Suède, encourage énormément l'entrepreneuriat, donc ils financent des secteurs particuliers. Si vous prenez l'exemple de la Norvège, c'est souvent un exemple qu'on cite sur les voitures électriques. La Norvège a donné énormément de subventions, de baisses d'impôts pour inciter les gens à passer à l'électrique et à l'hybride. Et donc maintenant, on a un taux de couverture absolument exemplaire en Europe. Est-ce que ça veut dire que ce sont des États qui sont plus volontaristes et depuis plus longtemps sur ces objectifs de transformation énergétique que les pays du sud de l'Europe ou même que la France? Oui, alors je dirais que ce qui est intéressant, c'est qu'on a une sorte de mélange entre un État qui est très présent, très volontariste, des structures assez décentralisées, donc les régions ont aussi pas mal d'autonomie, puisque comme vous imaginez, c'est des pays très grands, la densité de population est faible, donc au nord de la Finlande et à Stockholm, c'est vraiment des manières de fonctionner différentes.
Et en même temps, c'est des pays très libéraux dans le sens où l'initiative entrepreneuriale est très favorisée. Donc vous avez un bon mix des deux. Et c'est pas facile à trouver, je pense, en général. Ouais. Est-ce que la crise énergétique qu'on vit depuis là, bientôt un an accélère cette transformation? Oui, alors ce sont des pays qui ont une bonne indépendance énergétique. Donc, depuis longtemps, la Finlande et la Suède, par exemple, ne dépendent pas du gaz russe. Et c'est vrai que la crise récente les a poussés à continuer à se développer de façon indépendante. Donc par exemple avec les renouvelables, par exemple avec le nucléaire en Finlande. Alors il y a ce projet dont on parle depuis longtemps qui a été retardé et qui va bientôt être mis en service, qui a été construit avec l'aide des Français. Et donc voilà, la Finlande est un des seuls pays d'Europe avec la France qui développe son nucléaire. Et ça joue toujours dans ce thème d'indépendance énergétique et d'innovation qu'on peut constater ailleurs. On parlait de l'intérêt des investisseurs. Quels sont les secteurs les plus porteurs aujourd'hui? Alors les secteurs les plus porteurs et ceux que nous regardons en particulier, ce sont les transports, tout ce qui est tech également. Donc vous avez beaucoup de centres de données qui sont basés dans les pays nordiques. Pour une raison évidente, c'est que vous avez des sources d'énergie très constantes, par exemple avec tout ce qui est géothermal, énergie hydraulique. Et c'est des pays froids. Donc évidemment, c'est des infrastructures qui ont besoin de froid, qui sont potentiellement en surchauffe. Donc on dépose Google, moins d'énergie pour les climatiser. Hein. Exactement, c'est juste. Donc Google, par exemple, a ouvert récemment des gros centres de données là-bas. Le transport, nous on le regarde, j'en ai déjà parlé sur l'électrification du transport. On avait une société de ferry, où on électrifiait la flotte des ferries. On avait lancé un ferry à l'hydrogène également, donc il y a pas mal d'innovations là-dedans. Et donc dans la tech également, hein, c'est des pays qui sont assez avancés dans la tech. Alors on connaît des grosses sociétés du secteur qui existent depuis longtemps, mais il y a aussi un tissu de small cap intéressant dans la tech. Le levier de la transformation écologique, on va être large dans ces secteurs, c'est d'abord l'innovation, c'est une évidence de dire ça? Ou c'est peut-être le volontarisme des dirigeants? Comment vous évaluez ça? Je pense que c'est l'innovation et le fait qu'ils aient été capables de créer des hubs dans certaines villes ou certaines régions qui sont très favorables à l'innovation. Donc par exemple Helsinki, vous prenez Helsinki, c'est une ville où il y a des hubs d'évolution technologique, des écoles d'informatique qui sont extrêmement dynamiques. Et évidemment, l'État apporte des financements pour tout ça. Est-ce que, vous l'avez un tout petit peu évoqué, mais je veux bien qu'on rentre dans le détail, l'intérêt des investisseurs français pour cette partie de l'Europe? Est-ce qu'il est récent? Est-ce qu'il est massif? Comment on peut le caractériser? Alors, disons qu'il s'est accentué avec en fait, le développement des classes d'actifs dans lesquelles nous opérons, c'est-à-dire l'infrastructure par exemple, mais également le private equity. Donc les acteurs français qui ont beaucoup grossi en taille commencent à regarder des cibles dans ces pays-là. Ce sont des marchés qui sont devenus plus ouverts aussi. Et donc du coup, on a pu voir des grosses transactions qui ont été faites, type Suède, Finlande, par des fonds français. Mais c'est vrai que nous sommes une société nordique, donc nous opérons dans le segment un petit peu en dessous. Donc du coup, nous avons un peu cet avantage compétitif d'avoir un petit peu moins de monde qui regarde les secteurs que nous regardons. Est-ce qu'il y a des codes de ces marchés qui sont spécifiques et qu'il faut forcément maîtriser pour y investir? Alors, c'est des marchés qui sont plutôt ouverts et assez bien disposés vis-à-vis des investisseurs étrangers. En revanche, si vous regardez des sociétés, par exemple, familiales ou des sociétés qui sont, on va dire, très locales, par exemple, qui dépendent d'une municipalité, il faut absolument parler la langue. Il faut connaître l'environnement réglementaire, donc c'est quand même un certain nombre de contraintes. Par exemple, nous regardons une société qui fait de la pêche en Norvège. Il faut parler norvégien. Déjà, il faut prendre 2 ferries et un petit avion pour aller les voir dans une île norvégienne. Donc, voilà. On a un avantage quand on est capable de faire ça. Là, d'un seul coup, c'est l'aventure. C'est pour faire quoi? Parce que là, on parle de transformation énergétique, environnementale. Un investissement dans une société de pêche, c'est pour l'accompagner dans quel type de transition et de transformation? Alors, c'est pour, on va dire, améliorer ces processus, les rendre plus écologiques. Et dans les grandes lignes, on va dire, diminuer la souffrance animale sur tout le processus, qui en fait dans la pêche n'est pas forcément un truc qui est regardé de manière prioritaire. C'est pas mal d'axes. Pardon. Ces enjeux, on va dire vertueux, ces enjeux d'impact positif, est-ce que c'est un prérequis à vos investissements ou pas forcément? Ou quelle part les entreprises qui cochent ces cases tiennent dans vos investissements aujourd'hui? Alors c'est un prérequis dans le sens où nous regardons toujours un angle qui va nous permettre d'améliorer le profil écologique ou de gouvernance de cette société. Pour autant, nous achetons des sociétés qui, à la base, potentiellement ont des dysfonctionnements et du coup nous voulons les améliorer, ce qui fait que nous ne regardons pas des sociétés qui sont, on va dire, exemplaires, parce qu'on pense qu'il y a moins de leviers d'action. Par exemple, on a acheté une société qui opère des autobus en Finlande. En termes de sécurité,
Il y avait énormément de choses à améliorer, de sécurité de l'opération, et également électrifier la flotte, etc. Donc il y a toujours plusieurs axes. Il vaut mieux les acheter à un stade où on n'a pas commencé la transformation. C'est là que c'est plus intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la finance à impact, elle se développe à rythme très rapide. Tout le monde cherche des projets, des entreprises à accompagner. Est-ce que c'est un risque ? Est-ce que ça rend un peu moins regardant, quoi, un peu moins précautionneux ? Alors c'est un risque, on va dire c'est un risque que, en fait, comme tout le monde cherche la même chose, on n'arrive plus à différencier ce qui est vraiment impact ou pas. Effectivement, je pense que c'est ensuite une question des contraintes d'investissement qu'on s'impose et en fait vraiment, on va dire, les marqueurs qui vous permettent de juger si vous avez réussi à opérer cette transformation. Les choses que je vous citais il y a un instant sur les bus, sur les ferries, sur les centres de données, on a énormément d'axes à regarder et on peut évaluer les résultats de notre action. Et donc, du coup, on peut vraiment dire, est-ce qu'il y a un impact ou pas ? Est-ce que c'est de l'impact ? Voilà. Merci beaucoup, merci Jonathan Ayache, à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat, on parle de l'agencement, de l'aménagement des surfaces de vente. Je vous présente tout de suite mes invités. Frédéric Lafolie, bonjour, bienvenue. Vous êtes le directeur général du groupement d'entreprise Horizon. À vos côtés, Denis Fragne, bonjour et bienvenue à vous aussi, directeur général de Farm Au Naturel. Allez, on commence par présenter vos entreprises respectives. Frédéric Lafolie, c'est quoi Horizon ? Horizon, on est tout d'abord très content d'annoncer officiellement sur le plateau de Bismart la naissance officielle d'Horizon, né de l'écosystème Multaria. Horizon, c'est le leader en agencement éco-responsable, d'accord, et on crée de la valeur pour l'homme et le vivant. Je reviendrai dessus plus tard. Ouais. Et agenceur, c'est quoi ? C'est qu'on conçoit, on fabrique et on installe des mobiliers, des équipements pour les espaces de vente, les espaces de vie ou les espaces de travail. Et alors pourquoi, c'est quoi un groupement d'entreprises ? Enfin, on sait ce que c'est, mais rappelez-nous pourquoi vous l'avez. C'est important de regrouper plusieurs entreprises dans ce projet. On a regroupé plusieurs entreprises parce qu'il y avait 5 savoir-faire différents. Ouais. Il y avait une entreprise de design et d'innovation avec à deux mains. Il y avait 3 menuiseries avec des compétences particulières sur le travail du bois massif. Et une entreprise liée au vrac et au zéro déchet. Voilà. Et donc on a regroupé l'ensemble des équipes commerciales, design, concept, marketing et bureau d'études pour avoir un impact au niveau national et répondre à la demande de plus en plus forte des donneurs d'ordre, des architectes, des designers et des espaces de vente ou des gros donneurs d'ordre qui veulent aujourd'hui avoir un agencement un peu plus sain et un peu plus responsable au niveau environnemental. Et on verra, on le détaillera, on est dans un processus industriel. Denis Fragne, présentez-nous Farm Au Naturel. Oui, alors Farm Au Naturel, nous sommes un réseau de 70 pharmacies sur le territoire national. C'est un réseau qui a une douzaine d'années. Alors, réseau de pharmacie, donc c'est des pharmaciens qui ont envie, je dirais, de se regrouper pour travailler dans le même sens leur pharmacie et l'univers qui tourne autour de leur pharmacie. Alors, nous, plus particulièrement, on s'est orienté sur le naturel. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur des pharmaciens qui font le choix d'exercer un métier de pharmacien classique, mais avec une offre naturelle de conseil qui est effectivement essentielle pour eux. Ouais. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils le peuvent, effectivement, ils essayent d'amener leur patientèle vers effectivement une réponse plus naturelle sur l'accompagnement des thérapies beaucoup plus lourdes. Alors évidemment, c'est la tendance du secteur, hein, le fait de regrouper des pharmacies, ça permet de peser notamment dans des politiques d'achat. Enfin, tout ça n'est pas neutre économiquement, mais ça ne doit pas être si facile de trouver une ligne commune ou une trajectoire commune, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, la trajectoire commune, elle s'est faite historiquement, donc on est le plus ancien des réseaux aujourd'hui et le plus, je dirais, nombreux. Historiquement, c'est une pharmacienne parisienne, Sophie Brivet, qui a voulu exprimer la naturalité dans sa pharmacie et qui a fait une pharmacie avec un premier concept un petit peu innovant dans la naturalité et qui a très vite été approchée par d'autres pharmaciens qui lui ont dit, écoute, ce que tu fais, c'est génial, on a envie de faire la même chose. Ouais. Bon, elle a eu quelques récompenses aussi, dans des revues professionnelles. Et effectivement, le réseau est né comme ça. Donc, nous sommes nés, je dirais, de la volonté des pharmaciens d'aller vers cette naturalité. Et donc, ça va jusqu'à cette idée de repenser les espaces de vente. C'est ce que vous faites depuis quelques années et que vous êtes en train d'accélérer, c'est ça ? Alors, depuis le début, je dirais, ça n'a pas été uniquement mettre en place des gammes naturelles dans les rayons. Ça a aussi passé par un premier concept. Il y a eu un deuxième concept qui était un concept métallique et bois. Et là, depuis maintenant 3 ans, nous avons travaillé effectivement avec, alors nous, notre partenaire était Mobilwood, qui est
une des entreprises qui fait partie de la structure. Du groupement Horizon. Voilà. Et qui, on a cherché avec eux, je dirais, la meilleure réponse qu'on pouvait apporter pour qu'une pharmacie soit cohérente avec l'offre qu'elle proposait. Ouais. Alors, si on prend le cahier des charges, qu'est-ce que Mobilwood et Horizon, finalement, fait pour une entreprise comme Pharma Naturel ? C'est quoi? C'est du bois? Nous, pour Pharma Naturel, on a fait spécifiquement le concept de leur magasin en bois massif, puisqu'on ne travaille que le bois massif. Le bois massif est le produit qui a le plus bas impact carbone aujourd'hui référencé par l'ADEME par rapport à de l'aggloméré, de l'acier ou du plastique où on a des coefficients de 10, de 50 ou de 150. Donc on a fait le concept de magasin. On a fait aussi leur agencement de leur espace de travail à Paris. Et ça a été aussi jusqu'à l'agencement de stands pour des salons comme Pharmagora. Donc voilà, et donc nous, la vocation d'Horizon, c'est d'aligner le sens de l'enseigne, de la marque, de l'industriel, les références qu'elle vend ou les références qu'elle veut véhiculer. Et nous, d'aligner ça avec l'apparence du point de vente et l'expérience client. Donc de venir aligner une certaine politique RSE, environnementale, avec des mobiliers éco-responsables, sans COV, sans composés organiques volatiles, sans colle, sans matériaux qui sont impropres, et puis avec un impact carbone le plus bas possible, au travers du bois massif, mais aussi au travers d'un de nos sites industriels, qui est le premier site en Europe, voire au monde, qui est Cradle to Cradle. Alors ça veut dire du berceau au berceau. Il faut expliquer ce que c'est Cradle to Cradle. Ça veut dire que le site, il a été développé pour être démonté, donc construit avec des matériaux nobles et entièrement démonté pour ne pas laisser une friche industrielle à nos enfants ou petits-enfants. D'accord ? Et ensuite, autour de ce site qui peut être démonté, donc à une valorisation en fin de vie, on est venu plugger aussi tout un tas d'outils qui viennent diminuer l'impact de nos fabrications. Panneaux photovoltaïques, chauffage lié aux poussières de bois qu'on récupère à nos chutes. Et le choix qu'on a fait à être que sur du massif fait qu'on peut chauffer aujourd'hui avec du bois, parce que si on mettait de l'agglo ou avec des cols, ça ne passerait pas. On récupère nos eaux de pluie. On a des systèmes d'isolation très performants. On a travaillé avec des prestataires locaux, en local. Et donc, on a un des sites en termes d'impact carbone de production le plus bas possible. C'est une toute nouvelle usine. Elle existe depuis combien de temps ? C'est une usine qui a 1 an et demi. Donc vous l'avez vraiment conçue pour être comme ça. Et elle se différencie de tout ce qui existe Elle se différencie vraiment des autres modèles industriels liés à l'agencement. On est quasiment en autonomie énergétique 2/3 à 66%. D'accord ? Ce qui fait qu'aujourd'hui, par rapport à la situation, ça nous procure un avantage. Alors certes, c'était plus coûteux au départ, mais le retour sur investissement aujourd'hui, très clairement, on sait qu'on est beaucoup plus libre et beaucoup plus efficace. Denis Fragne, est-ce que vos clients s'en rendent compte ? C'est l'une des premières questions que je me suis posée en préparant cette double interview. Alors, effectivement, la première question qu'on peut se poser, c'est un investissement, c'est, je dirais, une approche différente de ce qui se fait dans la pharmacie aujourd'hui. On est plutôt sur du mobilier métallique et des gondoles classiques en pharmacie. Le look n'est pas forcément une des priorités. Nous, on a vraiment voulu aller plus loin, effectivement, dans cette démarche écologique. Très franchement, vous rentrez dans une pharmacie qui est autoconcept. On a par exemple Saint-Omer, qui pourtant n'est pas une ville énorme, avec des pouvoirs d'achat énormes. Franchement, quand vous rentrez dans une pharmacie, la patientèle regarde, elle écoute et elle sent. Bon, le bois a une odeur, il a une couleur, il y a une chaleur, et effectivement, automatiquement, le premier contact se fait beaucoup plus facilement et se fait souvent justement autour de l'environnement de la pharmacie. Ce qui fait qu'après, vous savez que c'est assez anxiogène de rentrer dans une pharmacie quand même. Bon, vous y allez rarement par plaisir. Donc ça, je pense que ça a un aspect important sur le regard que peuvent avoir les gens sur leurs problématiques quand ils viennent. Ça permet aussi bien naturellement derrière de proposer des gammes qui sont en cohérence avec ce concept. Il y a effectivement une cohérence, ça je l'entends, mais c'est pas forcément une des raisons de l'achat, une des raisons qu'on pousse. On va pas pousser la porte de la pharmacie parce que le mobilier est en bois. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça participe plus d'un climat général. Comment vous le ressentez ? Pour nous, c'est une vraie logique, je dirais. Effectivement, on est un réseau de pharmacies naturelles. On veut effectivement l'exprimer jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que, comme il a été dit, on a travaillé également nos bureaux sur Paris avec le concept de bois naturel, de bois avec des matériaux nobles, on est dans le même esprit et on souhaite effectivement que nos pharmaciens ils aillent dans le même esprit parce qu'il y a une vraie cohérence et on le ressent effectivement au niveau de la patientèle et des chiffres d'affaires bien sûr. Et alors la seconde question que j'ai en tête tout de suite, c'est est-ce que c'est plus cher ?
Alors, c'est la question à laquelle je m'attendais bien évidemment. Forcément. Donc, non, c'est pas vrai. C'est pas plus cher. Alors, pour diverses raisons. D'abord, parce que, je dirais, aujourd'hui, on a travaillé avec une des bases aussi de notre travail, ça a quand même été d'avoir un concept qui soit économiquement viable. Donc là, il y a tout un travail en amont avec le bureau d'études pour arriver à... On a travaillé sur des mobiliers qui étaient déjà existants, en particulier pour des réseaux bio, qu'on a adaptés à la pharmacie. Donc, on n'est pas parti ex nihilo et on n'a pas créé un mobilier comme ça. Et ensuite, je dirais, on vise aussi, nous, la durée. On vise, je dirais, avoir du mobilier qui, dans 4-5 ans, je dirais, sera obsolète ou sera usé. Ah oui, il faut réinvestir, c'est sûr que... C'est tout à fait ça. Ouais. Donc, on est aussi sur cette vraie logique de forêt, de développement durable, de durée dans le temps. Donc, c'est important aussi. Vous parliez tout à l'heure, créer de la valeur pour l'homme et le vivant. C'est quoi? C'est presque une mission ou une raison d'être, d'une certaine façon? C'est une raison d'être d'Ulteria et d'Horizon. Et donc, on veut que les gens dans les espaces de vente ou les espaces de travail respirent un environnement sain, que nos produits soient, en termes d'impact carbone, le plus bas possible. Et d'ailleurs, par rapport à la question que vous avez posée, nous, dans les semaines qui viennent, et on travaille depuis plusieurs mois avec un cabinet autonome, Actio, sur le fait de donner dans notre devis le prix, parce que c'est quand même un critère de choix, bien sûr. Mais aussi l'impact carbone de nos produits, parce qu'effectivement, on produit en France, avec des bois français principalement, et que les gens pourraient considérer que c'est plus cher, mais en termes de coût global, de robustesse, on est sur quelque chose qui est le plus efficace. Et si on prend le parallèle avec des offres de lave-vaisselle, il y a le premier prix, avec une classification énergétique, avec du bruit, avec beaucoup de consommation d'eau. Il peut y avoir une classe moyenne. Et le coût d'achat, le coût global à la fin, on va peut-être en racheter deux, que quand on aura pris la gamme médium, on en aura acheté qu'un, et qu'à la fin, le coût global, il est plus cher. Le bois, et on l'a tous fait, il est ponçable, il est revernissable. On a tous une commode, une table, une armoire. On se dit, allez, on va y donner un coup de jeune, on va l'azurer. Et c'est ce qu'on fait avec certains de nos clients. C'est-à-dire, vous récupérez, vous retravaillez les matériaux. On revernit, on retravaille, sans taper dans les énergies fossiles et sans refabriquer complètement. Oui, évidemment. Finalement, vous nous parlez de critères extra-financiers, là. Oui. D'une certaine façon. Est-ce que vous les voyez prendre de plus en plus d'importance, finalement, dans les décisions d'investissement de vos clients? On a de plus en plus, nous on a à peu près 65 ans d'expérience dans la menuiserie et 30 ans dans le retail. Et aujourd'hui, il y a une demande de plus en plus forte liée aux directions RSE, liée aux directions des enseignes alimentaires et du retail au sens large, poussée par la nouvelle génération qui a ce besoin aussi d'alignement et qui sent qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse quelque chose par rapport aux problèmes sanitaires, écologiques, environnementaux, et qu'on doit avoir un impact plus raisonné sur l'agencement. J'ai une dernière petite question, j'espère que je ne suis pas à côté de la plaque, parce que j'ai vu qu'il y avait une notion de vrac aussi dans vos agencements, on n'en a pas encore parlé. Alors, une des cartes aussi maîtresses que Mobilewood a pu nous amener aussi, c'est tout le travail autour du vrac, puisque dans la pharmacie au naturel en particulier, on travaille avec des laboratoires. Alors, on parlait tout à l'heure de côté français bien sûr, le plus possible. Et ensuite, on travaille avec des laboratoires qui font des gros efforts aujourd'hui sur le packaging, sur l'absence de packaging, donc sur la possibilité d'avoir des choses en vrac. Donc aujourd'hui, effectivement, on a un mobilier vrac pour l'herboristerie. On a un mobilier vrac aussi avec un autre partenaire, je dirais, qui fabrique un mobilier spécifique avec Mobilewood autour des crèmes, des savons, ce genre de choses. Oui, effectivement, il y a une évolution, il y a une demande aussi à ce niveau-là. Bien sûr. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas, économie d'énergie au programme. Mon invité dans ce Smart Ideas, c'est Myriam Bruet. Bonjour, bienvenue. Vous êtes la directrice générale de Tyco, c'est une entreprise du groupe Engie, solution anti-gaspi en matière énergétique. Comment ça marche, Tyco ? Tyco, c'est une solution innovante qui va vous permettre de moderniser instantanément vos radiateurs électriques, même les plus anciens, même si ce n'est pas tous les mêmes à la maison, et de les rendre connectés et pilotables à distance. C'est-à-dire que vous allez pouvoir programmer via une application que votre radiateur fonctionne dans votre chambre à certaines heures, de façon à ce que vous ayez la température idéale quand vous vous levez le matin, par exemple, ou le soir en allant vous coucher, mais qu'elle baisse la journée quand vous ne l'utilisez pas, de façon à économiser de l'énergie jusqu'à 35%. Ah oui. Et puis, c'est une solution qui est innovante,
parce que une fois vos radiateurs connectés de cette façon, on l'utilise pour stabiliser le réseau électrique français. Alors ça, on va rentrer dans le détail, évidemment. Il y a plusieurs avantages si on se passe vraiment en termes de bilan carbone d'une activité. C'est déjà, on ne remplace pas nos radiateurs. C'est la base, quoi. Il n'y a pas de nouvelle matière, quoi. C'est la base. On ne commence pas à économiser en ayant créé une dette. Oui. Qui serait liée au remplacement de vos radiateurs. C'est nos appareils, c'est ceux-ci. Donc, alors, il faut les montrer un peu. C'est quoi? C'est des capteurs? Oui, alors en fait, on va installer un module de contrôle par radiateur. Donc en fait, ça se branche, on reprend les fils du radiateur, hop, on clique ça. Et ça va mesurer la consommation de votre radiateur, de façon à ce que vous compreniez combien vous consommez. Et puis, ça va le piloter à distance. On ajoute un capteur de température pour vous garantir d'avoir la température idéale. Mettez-le assez haut, qu'on le voit bien, d'accord. Donc ça, c'est un capteur de température, très bien. Ce qui nous permet de vous assurer que le pilotage soit précis. Et puis, un module communicant qui est branché sur la boîte, sur la box Internet du client. Parce qu'on pilote ça depuis une appli, c'est ça? Depuis son téléphone? D'accord. Absolument. Et tout ça est fabriqué aux 2 tiers en France. Donc, ça, là, aussi un petit moins. Une autre case de cocher. Pourquoi c'est un enjeu majeur? Ça pèse, que pèse le chauffage dans nos factures d'électricité? La facture moyenne d'un foyer avant les 15% d'augmentation, c'était environ 2 000 €. On est un petit peu au-delà au fur et à mesure des augmentations des prix de l'énergie. Donc cette solution qui va vous permettre d'économiser jusqu'à 35%. Ça dépend un petit peu des programmes que font les gens et des radiateurs qu'ils équipent. Moins ils sont performants, plus on économise. Mais ce qu'on voit sur les clients en moyenne, c'est 20 à 25% d'économie. Donc ça représente 500 € d'économie par an. Et donc on l'a évoqué, en période de tension, de risque de coupure d'électricité, comment Tyco peut intervenir finalement? Alors en fait, on fait ce qu'on appelle de l'effacement. C'est-à-dire qu'on va utiliser les radiateurs qui sont connectés en cas de pic de tension sur le réseau. RTE, qui est le réseau de transport de l'électricité en France, nous envoie un signal et on va légèrement décaler le cycle des radiateurs connectés pour éviter que vous chauffiez à un moment où il n'y a pas assez d'énergie sur le réseau électrique, sans dégrader votre confort, parce que grâce à nos petits capteurs, on s'assure que vous ayez moins d'1 degré d'écart entre la température demandée et la température obtenue pendant cet effacement. Donc vous n'en rendez pas compte. Donc si j'avais demandé 20 degrés, je vais descendre à 19, ce sera pas brutal. Et ça suffit, ça? Parce que ça semble pas grand-chose, vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Mais en fait, on a tendance à tous chauffer en même temps. Donc c'est à ces moments-là qu'on a des pics. Et ça suffit quand on le fait sur des dizaines de milliers, des centaines de milliers de radiateurs. Ça a un impact significatif. Qui sont vos clients? Il y a les particuliers, mais il y a les bailleurs. Qui sont vos clients? En fait, on équipe des résidentiels. Donc on équipe des gens comme vous et moi, soit en direct, sur tyco.fr, donc des gens qui décident de venir s'équiper. On a des partenariats avec des gens comme EFI. Et puis, on équipe les locataires des bailleurs sociaux, qui sont particulièrement précaires et donc particulièrement exposés en cas de hausse des prix de l'énergie. Est-ce que vous diriez, pour terminer, que c'est presque un outil pédagogique? C'est un outil pédagogique, parce que cette application, elle permet aussi de voir combien vous consommez pièce par pièce. Donc l'idée, c'est aussi de se rendre compte que quand j'ouvre les fenêtres, je consomme plus. Quand je baisse ma température d'1 degré, j'économise tant. Et c'est ces comportements responsables qui vont nous aider à faire collectivement plus d'économies d'énergie et consommer de façon plus vertueuse. Merci beaucoup Myriam Bruet et à bientôt sur Bismart. Merci d'être venu nous présenter Tyco. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Louis Perrin à la programmation et à la production de l'émission, assistée aujourd'hui de Marie Billa, Romain Luc à la réalisation, et puis pour le son, c'était Thibaut Goury-Lafont. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à cette émission et à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!